Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance. Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de ces vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Kasneh, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi.
Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à creuser dans le sol, à chercher des ruines et à prendre des photos des sites archéologiques les plus fantastiques du monde. Serais-tu prêt à le faire? Alors mets ta loupe dans ta valise et allons creuser un peu. Quand on est à Rome, on vit comme les Romains. C'est-à-dire qu'on se promène dans la ville en trébuchant à chaque pas sur des ruines antiques. Donc tu te balades sur la colline de l'Esquilin par un après-midi ensoleillé. Tu viens de finir ta 3e glace quand tu la vois soudain. La magnifique Domus Aurea, ou pour ceux qui ne parlent pas latin, la Maison Dorée. L'empereur romain Néron a ordonné la construction de cet immense palais en 64 après Jésus-Christ. Les travaux se sont terminés en 68 après Jésus-Christ. Au fait de sa gloire, elle occupait une surface 3 fois plus grande que la cité du Vatican. Le bâtiment a été décoré de feuilles d'or, de pierres semi-précieuses et de dizaines de fresques. Le palais comptait plus de 300 pièces, dont certaines donnaient sur un magnifique vignoble et un bois bruissant d'animaux. Il contenait aussi une énorme statue de 30 mètres de haut de Néron lui-même.
La salle octogonale était la plus grande construction du palais. À l'origine, c'était une salle de banquet, avec des cascades tout le long des murs du fond. La salle tournait autour de son axe jour et nuit, tandis que d'en haut tombaient constamment des pétales. Les successeurs de Néron ont dépouillé tout le palais de ses matériaux. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la structure principale et, bien sûr, la salle octogonale. Elle a été excavée et tu la reconnaîtras facilement même avec ses murs dénudés. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, nous voilà au cœur de la jungle cambodgienne. Heureusement que tu as apporté ton spray insecticide, les moustiques deviennent littéralement fous dans ce climat tropical. Cachée au milieu de la forêt se trouve la ville d'Angkor. C'était la capitale de l'Empire Khmer entre le 9e et le 15e siècle. Pour info, le mot Angkor signifie capitale en langue khmer. La ville était l'une des plus grandes du monde à l'époque pré-industrielle. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y vivaient. Aujourd'hui, Angkor attire des visiteurs du monde entier en raison de son architecture étonnante. Tu reconnaîtras le style khmer à l'utilisation d'énormes blocs de grès. Au centre du complexe se trouve le temple Bayon. Il est décoré de 216 visages souriants qui, selon les scientifiques, sont censés ressembler aux fondateurs de l'empire d'Angkor. Ils pensent que les tours étaient autrefois décorées d'or, mais aujourd'hui, le site est un labyrinthe de temples couverts de lianes. La ville a été abandonnée en 1431 et n'a été redécouverte que dans les années 1840. En 1992, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les États-Unis ne sont pas nécessairement synonymes de ruines, mais en voici une. Dans l'état montagneux du Colorado, se trouve l'ancien lieu de résidence des Anasazi. Dans tout le parc national de Mesa Verde, on trouve plus de 600 habitations, construites sur les falaises par les Anasazi dans les années 1190. Le Cliff Palace comptait à lui seul plus de 150 pièces. C'était un bâtiment à plusieurs étages fait de grès et de mortier de boue. Pour arriver à la maison du balcon, les visiteurs doivent grimper une échelle de 10 mètres. De là, tu pourras voir un village de taille moyenne, composé de 38 pièces et de 2 kivas. Les kivas sont des chambres traditionnelles construites par les Anasazi à des fins cérémonielles. En 1300, les Anasazi ont cessé de vivre dans la région de Mesa Verde. Heureusement, le site est maintenant ouvert aux visites. Si tu aimes les paysages aux couleurs de terre cuite, tu es au bon endroit. La ville de Petra est une merveille du monde antique. Située dans le désert de Jordanie, la ville était un haut centre commercial au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Nabatéens, un peuple arabe ancien, vivaient dans la ville rose et ont prospéré pendant de nombreuses années, accumulant une grande quantité de richesses. Ils ont inventé un système innovant pour que l'eau y circule et ont ainsi rendu la région habitable. La structure, en forme de porte sculptée dans la roche, est célèbre. On la surnomme le trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site et on dit qu'un trésor caché se trouve en dessous. Au début des années 2000, le site a été nommé l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Très loin de cet endroit, au Guatemala, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 12 000 édifices, les vestiges de la capitale de l'ancien empire maya. Elle est comparable en importance à Londres ou à New York. L'Acropole Nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construit par la seule main de l'homme en 750 avant Jésus-Christ, il servait de lieu de repos aux dignitaires et aux rois. À l'époque, les temples en forme de pyramide étaient peints d'un magnifique rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, tout est couleur de calcaire. Les archéologues ignorent la raison de la chute de Tikal. Est-ce la sécheresse qui l'a causée, une maladie ou quelque chose de complètement différent? Sur la rive gauche du Tigre se trouve une ancienne ruine étrange, une grande arche abîmée. Elle appartenait à une ville appelée Ctésiphon, le joyau de l'Empire perse pendant plus de 800 ans. La ville abritait un palais extravagant, doté d'une mosaïque de verre, de tapis ornés de joyaux et de beaucoup de marbre. D'ailleurs, pourquoi les rois semblent-ils tant adorer le marbre? L'arche faisait partie du complexe du palais impérial. Jusqu'à l'époque moderne, c'était la plus grande voûte autoportante construite par l'homme. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun pilier pour la soutenir. En raison de son immense richesse, la ville était constamment la cible d'autres empires, jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber. Tu as envie de découvrir d'autres ruines mayas?
Chichén Itzá est un site archéologique dont les pyramides sont les mieux préservées de la planète. Située dans l'état du Yucatan au Mexique, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site compte un total de 26 ruines à découvrir. Le point culminant est El Castillo, un énorme temple qui se dresse à 24 mètres au-dessus du sol. Sa caractéristique la plus singulière est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches, soit le nombre de jours de l'année solaire. La plus ancienne cité perdue de cette liste remonte à la période néolithique. C'est à ce moment-là que nous, les êtres humains, avons commencé à pratiquer l'agriculture pour la première fois, au lieu de vivre selon un mode de vie entièrement nomade basé sur la chasse et la cueillette. Dans l'archipel des Orcades, au large de l'Écosse, se trouve un site préhistorique connu sous le nom de Skara Brae. Grâce à d'excellents travaux de restauration, le site est très bien conservé. Tu peux voir des habitations préhistoriques avec des foyers, des meubles en pierre et même des toilettes primitives. Les chercheurs ont aussi trouvé des symboles runiques sur le site, ce qui signifie qu'il est possible qu'il se soit essayé à une forme d'écriture. Ah, la Grèce. Quelqu'un veut de la feta? Nous voilà arrivés au cœur des cœurs de l'archéologie. Mais aujourd'hui, nous explorerons un site en particulier, le colosse de Rhodes. Aussi connu sous le nom de géant de bronze, il était l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressant dans le port de la ville grecque de Rhodes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On dit que le colosse mesurait 32 mètres de haut. On pense aussi que la statue a été construite avec l'aide de 900 chameaux. Malheureusement, elle n'est restée debout que pendant une 60aine d'années. Un tremblement de terre dévastateur l'a réduite en miettes, si bien qu'en visitant les lieux, les visiteurs ne découvraient plus qu'un pied géant. Maintenant, il n'y a plus rien à l'endroit où se trouvait la statue. On trouve un grand nombre de murs en ruine de par le monde. Et pour notre dernière visite de la journée, c'est exactement de cela dont il va s'agir. Tout au nord de l'Angleterre se trouve la ruine du mur d'Adrien. L'empereur romain a fait construire ce mur afin de séparer son empire des peuples de Calédonie. Le mur originel était beaucoup plus grand que ce qu'il en reste aujourd'hui. Mais les ruines sont tout de même assez impressionnantes. Elles consistent en une structure qui s'étend sur 117 km d'une côte à l'autre. À l'époque, le mur d'Adrien abritait 17 grands forts et de nombreuses tours d'observation afin d'assurer une sécurité maximale à cette province. Le mur est tombé dans l'oubli lorsque les Romains ont déserté l'île de Bretagne au début du 5e siècle. Les gens ont commencé à le dépouiller pour construire des églises, des fermes et même des maisons. Aujourd'hui, si tu décides de visiter les ruines, tu ne verras que des fragments d'environ 1 mètre de haut. Mais c'est quand même assez chouette, hein? Tartessos, une société mystérieuse et très avancée qui a autrefois prospéré, puis disparu soudainement sans crier gare. Mais avant leur disparition totale, ils ont accompli des rituels étranges, comme s'ils cherchaient à se protéger de quelque chose. Qu'a-t-il bien pu leur arriver? Essayons de le découvrir ensemble. Nous nous rendons dans le sud-ouest de l'Espagne, il y a environ 2500 ans. Autrefois se trouvait ici une splendide cité, le centre de commerce de Tartessos. Imaginez un temple au cœur d'une ville désertée, un édifice monumental de 2 étages à couper le souffle. Une puissante odeur de viande grillée emplit l'air et la fumée s'élève haut dans le ciel, embaumant tout le sanctuaire. Le soleil s'est déjà couché. Il est temps de se préparer pour le rituel. Nous pénétrons dans l'ancienne salle monumentale. À l'intérieur, des centaines de personnes se rassemblent autour d'une longue table en bois, ornée de poteries délicates et de bols faits de bronze. Ils boivent et festoinent. Ces gens s'amusent bien plus que les animaux à l'extérieur du bâtiment qui sont en train d'être préparés pour le rituel. Chevaux, vaches, cochons, ânes et même des chiens. Tous ont été amenés ici pour apaiser les divinités. Et ce qui se passe après le rituel est encore plus incroyable. À la fin de la cérémonie, les gens saisissent des torches et incendient tout le bâtiment. Tout est réduit en cendres et en braises rougeoyantes. Et lorsque les dernières s'éteignent, on attrape des pelles et on commence à ensevelir l'endroit. Il leur faudra plusieurs jours pour enfouir l'ancien sanctuaire sous des tonnes de terre. Ils travaillent sans relâche. À certains endroits, l'épaisseur des couches de boue et d'argile atteindra plus de 4 mètres. Puis,
Ces gens, les derniers Tartésiens connus, quittent simplement l'endroit et disparaissent de notre monde, pour toujours. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ont-ils fait tout cela? Commençons par le commencement. Tartessos a été mentionné pour la première fois dans des textes grecs et romains il y a plusieurs milliers d'années. Mais pendant longtemps, nous ne savions pas exactement de quoi il retournait. Toutes ces descriptions étaient aussi confuses que contradictoires. Certains archéologues pensaient que Tartessos était un port maritime. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'une rivière ou d'un réservoir. Certains allaient même jusqu'à suggérer un lien avec la mythique Atlantide, une idée vite rejetée par la communauté scientifique, faute de preuves. Mais aujourd'hui, enfin, nous connaissons la vérité. Tartessos était une ancienne civilisation située sur la péninsule ibérique, l'une des régions les plus méridionales d'Europe. Elle a prospéré du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant de disparaître soudainement, il y a environ 2500 ans. Cette civilisation était prospère. La région possédait d'importantes réserves de métaux, se favorisant une économie florissante. De l'argent, du cuivre, du plomb et d'autres ressources étaient extraits des montagnes locales de la Sierra Morena. Presque tous les habitants s'adonnaient au commerce, une activité répandue chez eux. N'est-il pas étrange qu'il reste si peu de traces de leur existence? Peu de monuments de leur culture ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. En tout, les scientifiques ont pu identifier environ 20 sites archéologiques liés à Tartessos à travers toute l'Espagne. 3 d'entre eux ont été mis au jour dans la vallée du Guadiana. Cancho Roano, Casas del Turuñuelo et La Mata. Commençons par le premier. Cancho Roano a été découvert en 1978. Cette trouvaille est l'une des pièces les plus significatives du puzzle tartésien. Il s'agit de l'une des structures les mieux conservées de cette civilisation. Non seulement les murs ont survécu jusqu'à nos jours, mais également l'autel, le fossé qui l'entourait et plusieurs artefacts, tels que des bijoux et des gobelets. C'était un bâtiment carré entouré d'un profond fossé rempli d'eau. Et pour être honnête, nous ne connaissons toujours pas sa fonction exacte. Nous supposons simplement qu'il pourrait s'agir d'un ancien temple. Certains rituels y étaient pratiqués, comme l'incendie du temple suivi de son ensevelissement sous d'épaisses couches de sable et d'argile. On y a même laissé quelques précieux artefacts, comme des outils et des bijoux en or. Passons à la découverte suivante. Casa del Turuñuelo est également l'un des complexes de cette époque les mieux préservés de tout le bassin méditerranéen occidental. Découvert il y a seulement quelques années, en 2015, il n'a pas encore été entièrement étudié. Mais nous savons déjà que cet endroit était plutôt étrange. Casas del Turuñuelo était un bâtiment somptueux et non un simple campement. On parle d'un lieu à l'architecture monumentale et impressionnante, avec de vastes escaliers, des voûtes au plafond, des matériaux raffinés venus de tout le pourtour méditerranéen, et les toutes dernières technologies de construction. C'était censé être un lieu de pouvoir, peut-être même un palais. Et oui, cet endroit est également devenu le décor de terribles rituels. On ne sait pas vraiment si les Tartésiens avaient dans l'intention de détruire ce lieu magnifique dès le début, mais c'est ici qu'ils ont réalisé le plus grand rituel de la région, impliquant plus de 50 animaux, y compris les plus précieux, les chevaux, qui étaient leur seul moyen de transport. Le fait qu'ils aient de sacrifier leurs chevaux peut indiquer qu'ils prévoyaient de rester ici pendant un certain temps. Peut-être espéraient-ils apaiser les dieux et s'établir sur ces terres. Le rituel a été réalisé exactement tel qu'ils le souhaitaient. Et, tout comme Cancho Roano, l'endroit a également été incendié. Une fois le rituel achevé, les habitants ont enseveli le site et sont repartis, disséminés à travers la péninsule ibérique. Aujourd'hui, c'est un lieu tranquille et déserté. Tout comme Cancho Roano, il se dresse d'ici intact depuis plus de 2000 ans. Notre dernière découverte est celle de la Mata, mise au jour bien plus tôt que les deux autres, en 1930. La ressemblance entre elles est frappante, car la Mata a connu le même sort. Elle a été incendiée et oubliée pendant des siècles. Tout cela reste très étrange. Il semble que les Tartésiens fuyaient quelque chose. Peut-être que des événements les ont poussés à construire ces salles de banquet et à organiser des rituels à grande échelle.
Ils ont pu croire que les dieux s'étaient détournés d'eux et auront tenté de les apaiser. Mais hélas, cela n'a pas fonctionné. En conséquence de quoi, ils ont été contraints de quitter leur temple et ont vite disparu à jamais. Et d'ailleurs, pourquoi ont-ils disparu après tout? Eh bien, c'est un autre mystère de cette civilisation. Une des questions les plus importantes est, savaient-ils qu'ils allaient disparaître ou cela a-t-il été inattendu? Ont-ils essuyé une catastrophe soudaine à laquelle ils tentèrent d'échapper? Ou était-ce autre chose? Les scientifiques ont plusieurs théories à ce sujet. La première théorie avance que plusieurs grands tremblements de terre et tsunamis consécutifs auraient pu se produire dans la région. Ces catastrophes naturelles auraient détruit ces peuplements et fortement démoralisé les survivants. Peut-être cherchait-il à échapper à cela. Une autre théorie évoque certains problèmes d'ordre commercial. Étant riches en minerais et dépendants de leur économie, tout problème à ce niveau aurait pu entraîner de graves difficultés. S'ils avaient connu une crise minière, alors les relations entre différentes nations auraient pu se détériorer considérablement, rendant la situation très difficile. La vérité se trouve probablement quelque part entre ces théories. La plus récente suggère qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, un tsunami de grande ampleur aurait frappé le port de Tartessos, endommageant gravement l'économie et détériorant les relations de Tartessos avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, tout cela relève de la spéculation. Ce site est une véritable mine d'or pour les archéologues. Il renferme une quantité immense d'informations et de secrets qui attendent encore d'être dévoilés. Les Tartésiens n'avaient aucune idée qu'en enterrant leurs artefacts, ils offraient un cadeau inestimable aux futurs chercheurs. Et tandis que les scientifiques poursuivent leurs recherches, nous pouvons d'ores et déjà admirer les découvertes faites jusqu'à présent. Les amateurs d'histoire peuvent admirer des outils tartésiens, des figurines de chevaux et des pièces en ivoire décorées au musée archéologique de Badajoz. Espérons que dans le futur, les archéologues en apprendront davantage sur cette civilisation et que nous découvrirons enfin ce qui leur est arrivé. Quand tu entends parler de ruines anciennes, tu ne les imagines jamais suspendues quelque part, ou simplement accrochées à la branche d'un arbre, n'est-ce pas? En fait, pour la plupart des objets anciens que nous avons exposés dans les musées du monde entier, les archéologues ont fait un travail de fouille impressionnant. Tu vois, les bâtiments ont cette drôle de façon de se dégrader avec le temps si l'on n'en prend pas soin correctement. Parfois, nous devons réutiliser certains matériaux de construction et une bâtisse plus ancienne peut alors être sacrifiée dans le processus. D'autres fois, les maisons sont abandonnées et dès qu'elles sont exposées aux éléments en surface, comme la pluie ou le soleil, elles n'ont plus aucune chance. Certaines s'écroulent tout simplement sous l'effet de la bonne vieille érosion. La seule façon pour un édifice de survivre à l'épreuve du temps est d'être enterré en profondeur. Mais comment ces architectures finissent-elles par être enterrées? C'est une véritable comédie d'erreurs. Les villes anciennes avaient l'habitude d'élever progressivement le niveau de leur sol, comme un enfant qui ajoute des garnitures à sa coupe glacée. En effet, ces colonies étaient toujours occupées à collecter de la nourriture et des matériaux de construction pour faire face à l'augmentation constante de leur population. Mais qui a le temps de s'occuper des déchets et des ordures? À l'époque, ce n'était pas vraiment une priorité sur leur liste de tâches. Ainsi, lorsqu'il s'agissait de construire de nouvelles maisons, les civilisations anciennes économisaient leur sueur et leurs larmes en empilant les décombres et en construisant directement dessus. Mais ce n'est pas tout. De temps en temps, les rivières entrent en crue et déposent une couche de sédiments sur le sol des villes. Cela a pour effet d'encapsuler encore davantage ces anciennes constructions. Et dans les régions sèches, comme le désert, où le vent aime à montrer ses mouvements de danse de sable et de poussière, tu peux parier que c'était une lutte constante pour garder les établissements propres. Un exemple hilarant est celui du Sphinx, dont la tête était enfouie dans le sable jusqu'à ce qu'un groupe d'archéologues le mette au jour en 1917. Certaines villes anciennes ont fini par être recouvertes parce qu'elles étaient complètement abandonnées. Avec moins d'activité humaine pour contrôler leur expansion, les graines de plantes n'ont pas pu résister à l'opportunité et ont germé un peu partout. Elles ont absorbé le dioxyde de carbone de l'air et se sont développées, ajoutant de plus en plus de volume au sol. Scieuses racines effrontées ont même décidé de stabiliser le sol constitué de matière végétale en décomposition, créant ainsi plusieurs couches de terre. C'est comme si Mère Nature s'était lancée dans un ultime projet de bricolage, avec les plantes comme fidèles auxiliaires. Fouiller dans les secrets des civilisations anciennes, ce n'est pas seulement déterrer un monde perdu, c'est aussi une quête épique pour révéler les trésors cachés sous les couches de l'histoire. Mais comment les archéologues savent-ils d'abord où creuser?
Si tout est recouvert de multiples couches de sédiments, de débris et de racines de plantes, ils doivent avoir une sorte de système auquel ils se fient avant de se lancer dans un nouveau projet, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce ne sont pas toujours eux qui suggèrent des fouilles archéologiques à tel ou tel endroit. Je m'explique. Supposons que tu sois un entrepreneur et que tu souhaites construire un nouveau complexe d'appartements luxueux dans ta ville. Cependant, certaines législations locales imposent des exigences avant que ton projet ne puisse démarrer. Par exemple, avant de commencer à construire sur un terrain, il peut être nécessaire de faire appel à des spécialistes pour vérifier le sol. Ces personnes intelligentes peuvent être des archéologues, des géologues ou des paléontologues, et elles doivent garder un œil sur le processus en phase de développement. En cas de découverte d'artefacts ou d'écofacts, termes savants pour désigner des vestiges organiques, ces experts interviennent pour les fouiller et les étudier. Mais qu'en est-il des sites qui n'ont rien à voir avec les bulldozers et les chapeaux jaunes? Les archéologues ont plus d'un tour dans leur sac lorsqu'il s'agit de localiser les points chauds de l'Antiquité. Ils plongent dans les archives historiques et font un travail de détective. En recherchant de vieux documents et de vieilles cartes, ils peuvent reconstituer le puzzle de l'activité humaine dans une région donnée. Si un site a déjà été visité, c'est encore mieux. La découverte de traces de fouilles antérieures ou de récits historiques peut donner aux archéologues de nombreuses informations sur les endroits où poursuivre leur chasse au trésor. Avant de commencer à manier leur pelle, les archéologues se livrent à une sorte de balayage visuel. Armés d'un système de quadrillage, ils se promènent sur le site, à l'affût de tout artefact susceptible de se cacher juste sous la couche supérieure de la Terre. Qu'il s'agisse d'outils en pierre taillée, de verres historiques ou même d'anciennes décharges, oui, elles ont aussi de la valeur. Ces explorateurs à l'œil vif peuvent repérer des signes d'activité humaine plus rapidement que la plupart des gens. S'ils tombent sur un hamac coquillé, terme savant pour désigner un dépôt d'ordures, ils savent avec certitude que l'homme a jadis habité cet endroit. Les archéologues ne se contentent pas de leur fidèle pelle. Ils disposent d'un arsenal de gadgets pour les aider dans leur recherche de merveilles cachées. Les outils géophysiques sont en quelque sorte leurs armes secrètes. Prenons l'exemple du résistivimètre. Cet appareil astucieux mesure la composante électrique du sol et tout élément ou artefact enfoui. Un mur enterré, par exemple, produira une résistivité différente de celle du sol environnant. Les magnétomètres et les géoradars fonctionnent de la même manière, mettant en évidence les indices potentiels de trésors anciens dans le sol. Et qui pourrait oublier notre vieil ami, le GPS? Il aide les archéologues à cartographier des emplacements précis, comme une carte au trésor high-tech les menant directement à leur peau d'or. Tu souhaites visiter virtuellement certains des sites archéologiques les plus importants du monde? Suis-moi. Au Royaume-Uni, par exemple, tu trouveras cet endroit intéressant appelé Stonehenge. C'est l'un des nombreux Henges répartis dans le pays, mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Imagine cela. Des pierres anciennes et massives se dressent fièrement, disposées sous forme d'un anneau à l'extérieur et d'un fer à cheval à l'intérieur, avec quelques pierres plus petites pour faire bonne mesure. Et devine quoi? Ces pierres étonnantes existent depuis plus de 5000 ans. C'est ce que l'on appelle une longévité à toute épreuve. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon le folklore local, le légendaire magicien Merlin a sorti sa baguette magique et a téléporté ces pierres massives depuis l'Irlande. Apparemment, des géants les avaient assemblées là-bas, mais Merlin a décidé qu'elles seraient bien plus belles à leur nouvel emplacement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement des ruines d'un ancien édifice spirituel romain. Ces structures étonnantes ont été construites par nos ancêtres de l'âge du bronze. Avec leurs outils simples et leur technologie limitée, ils ont réussi à créer ce chef-d'œuvre monumental. Impressionnant, non ? Malheureusement, nous ignorons encore beaucoup de choses sur cette région. L'objectif initial de Stonehenge reste encore aujourd'hui un mystère. Certes, il existe de nombreuses théories, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur le sujet. On sait cependant qu'il est parfaitement aligné pour accueillir le lever du soleil lors des solstices d'été et d'hiver. L'ancienne ville de Pompéi est un site archéologique tout aussi étonnant. Imagine un peu, le Vésuve, un fauteur de troubles notoires, a décidé de piquer une crise volcanique et a complètement recouvert cette ancienne ville romaine. Il l'a transformée en capsule temporelle, située à l'extérieur de l'actuelle Naples, en Italie. En 1748, une bande d'explorateurs aventureux est tombée sur Pompéi. Ils ont découvert alors un trésor de choses bien conservées. Des rues, des maisons, de la nourriture, probablement un peu périmée, des bijoux clinquants, des sculptures raffinées, des fresques colorées, des objets ménagers de tous les jours, et même des restes humains et animaux. C'était comme une fête archéologique épique. À première vue, Pompéi avait tout pour plaire. Des maisons et des villas de luxe, une immense arène de 20 000 places, de jolies petites boutiques d'artisans,
des lieux de rencontre comme des tavernes, sans oublier les endroits coquins comme ces bains luxueux où l'on pouvait se faire dorloter intensément. Il y a aussi le sanctuaire d'Apollon, où les gens se réunissaient pour leur culte quotidien. Et bien sûr, le cœur animé de la ville, le forum de Pompéi, où tous les gens branchés avaient l'habitude de se retrouver. Et devine quoi? Pompéi est tellement cool qu'elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1977. C'est en quelque sorte le panthéon de l'histoire. Cette liste comprend également de nombreux autres bâtiments et sites célèbres, comme le Taj Mahal en Inde et l'Acropole d'Athènes en Grèce. C'est étrange quand on y pense. Il y a de vieux monuments romains qui ont duré des milliers d'années, tandis que nos bâtiments modernes ont tendance à tomber très vite en ruine. Comment les Romains ont-ils réussi à créer des structures aussi solides, nombre d'entre elles avec une conception tout aussi complexe? Des recherches récentes ont montré que les Romains utilisaient un type de mortier qui dispose d'une mesure supplémentaire de protection contre les éléments. Il peut même se réparer de lui-même lorsqu'il est mouillé. Cette découverte explique non seulement pourquoi ces bâtiments sont durés des milliers d'années, mais elle pourrait aussi nous aider à fabriquer un ciment plus résistant de manière plus naturelle. Une étude récente montre que les Romains utilisaient des cendres volcaniques dans leur mélange de mortier pour le rendre plus solide, surtout lorsqu'il était proche de l'océan où l'air est plus humide et peut naturellement causer plus de dommages. De nos jours, nous fabriquons du béton à partir de sable, de roches, d'eau et d'un type spécial de ciment appelé le ciment Portland. Ce dernier est fabriqué en cuisant du calcaire, de l'argile et d'autres substances dans des fours extrêmement chauds qui atteignent plus de 70 degrés. Certes, cela crée un mélange bien homogène, mais il se fissure facilement et parfois il ne subsiste que quelques décennies. Cet incroyable béton romain présente une autre caractéristique intéressante. Il contient de petits morceaux blancs de calcaire, appelés clastes de chaux, qui demeurent à l'intérieur du béton et ne disparaissent pas avec le temps. Au début, cela peut ne pas sembler très attrayant, car il n'est pas aussi lisse que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Et pendant de nombreuses décennies, les spécialistes ont estimé que la présence de ces petits morceaux de chaux dans le béton était néfaste en supposant qu'elle rendait les bâtiments moins résistants. Mais des chercheurs ont découvert que ces petits éclats aidaient en réalité le béton à se réparer de lui-même. J'aimerais pouvoir me réparer aussi facilement. Ils ont remarqué que lorsque le béton se lézardait, il semblait magiquement remplir ses fissures d'une substance appelée carbonate de calcium, présente dans les clastes de chaux. Les Romains fabriquèrent leur béton en mélangeant du sable, des cendres volcaniques et de la chaux brûlée, puis en ajoutant de l'eau. Cela s'appelle le mélange à chaud. Lorsque l'eau et la chaux entrent en contact, ils produisent une réaction chimique qui fait que le mélange devient très chaud, jusqu'à 90 degrés. Cela provoque également la formation de ces minuscules morceaux de chaux. Maintenant, ce béton peut se fissurer, et lorsque de l'eau, de pluie ou de mer s'y infiltre, elle fait dissoudre le calcium dans le béton. Celui-ci se colle alors aux fissures et les referme. Un peu comme une croûte sur un bobo. Bien sûr, les chercheurs ont dû éprouver cette méthode, et ils ont donc fabriqué du mortier comme le faisaient les Romains. Peu de temps après, ils l'ont fissuré ici et là. Ils ont placé ce mortier fissuré sous l'eau, et après 1 à 3 semaines, les fissures avaient disparu. Inutile de dire que cela ne s'est pas du tout produit avec le béton fabriqué selon les méthodes modernes. Les Romains ne connaissaient pas la science qui se cache derrière la fabrication de leurs robustes mortiers, mais ils ont trouvé la bonne recette à force d'expérimentation sur une très longue période. Des archives anciennes montrent qu'ils ont employé cette recette pour construire des structures solides, notamment pour leurs navires, et ont continué à l'utiliser une fois qu'ils ont constaté son efficacité. Tous les bâtiments romains ne sont pas parvenus au XXIe siècle en parfait état. Le Colisée, par exemple, l'une des constructions romaines les plus célèbres au monde, était presque 2 fois plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Il a subi beaucoup de dommages au fil des siècles, pour finalement atteindre la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que c'est un bâtiment assez ancien. Sa construction a commencé en l'an 70, sous le règne de l'empereur Vespasien. Avant qu'il ne lance la célèbre marque de scooter qui porte désormais son nom. Tu sais, les Vespa? Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, depuis son inauguration, le Colisée a accueilli de nombreux événements, mettant en vedette les supplices des gladiators, d'un large éventail d'animaux exotiques aux quels ont donné l'occasion de déjeuner tous ensemble.
Malheureusement, tout a commencé à se dégrader en 217, quand un incendie a frappé les hauts parapets et une grande partie de l'intérieur du bâtiment. Il aura fallu tout un siècle pour terminer de réparer ces dommages. Tristement, la forme initiale du Colisée sera perdue à jamais. Un fort tremblement de terre s'en est suivi, et ça n'a pas aidé non plus. Ce dernier s'est produit dans le sud de l'Italie en 443. À ce moment-là, une partie considérable de l'enceinte extérieure du Colisée a été endommagée. Puis bien vite, lorsque les habitants ont commencé à rencontrer des difficultés, ils ont dû compter sur la vente de morceaux de marbre de l'ancien Colisée pour s'en sortir. Un autre tremblement de terre a eu lieu en 1349, qui a porté le coup le plus dévastateur au Colisée. C'est à ce moment-là que le côté sud du bâtiment s'est totalement effondré. Il a alors commencé à ressembler davantage au bâtiment que nous pouvons aujourd'hui admirer dans la capitale italienne. Tout n'est pas si mal, cependant. Certaines pierres qui avaient été ébranlées du Colisée ont été utilisées pour reconstruire d'autres monuments célèbres de Rome. Donc, d'une certaine façon, la partie manquante du Colisée ne manque pas du tout. Elle a juste été recyclée, dans toute la ville. Un des bâtiments qui présente des morceaux de pierre de l'ancien Colisée n'est autre que le Palazzo Venezia, un musée local. En parlant de bâtiments étranges, tu as probablement déjà vu celui-ci, car c'est l'un des endroits les plus photographiés au monde. Tu peux voir en ligne des photos de personnes s'appuyant dessus, ou d'autres qui font ressembler le bâtiment à un cornet glacé. Ce célèbre monument italien est, l'as-tu deviné? Oui, la tour de Pise, et on dirait qu'elle est à 2 doigts de se répandre sur le sol. Si tu veux un jour la visiter, tu devras te rendre dans la ville italienne du même nom, près de la place des Miracles. Étrangement, ce bâtiment est plus célèbre pour son inclinaison gênante que pour son histoire ou sa fonction. En 1178, alors que la construction de la tour n'était pas encore achevée, les gens ont réalisé que le bâtiment commençait déjà à pencher, et c'était avant même qu'on ait atteint le 3e étage. Ils ont rapidement compris que ça n'avait rien à voir avec les plans du bâtiment ou les matériaux utilisés. Tout cela se produisait en raison du sol meuble et mouvant qui se trouvait sous la construction. De nos jours, nous savons que placer un bâtiment sur un sol composé d'argile, de sable fin et de sédiments n'est pas la meilleure idée. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas comment déterminer cela avant de construire quoi que ce soit. Avançons rapidement de quelques siècles, et il est devenu clair que cette tour de 55 mètres n'est pas seulement penchée. Elle tombe, et à un rythme considérable, de 2 mm par an. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais multiplie ça par des centaines d'années. Et, eh bien, regarde simplement les photos et tu comprendras. Cette tour penchée instable est aujourd'hui inclinée de près de 5 mètres par rapport à son axe. Alors, pourquoi ne s'est-elle pas complètement écroulée? Eh bien, principalement à cause de la physique. Son centre de gravité continue d'être situé dans la base de la structure, donc elle est plutôt bien ancrée. Elle est aussi constamment surveillée par les autorités locales pour s'assurer de préserver ce bâtiment unique aussi longtemps que possible. Le Panthéon est un autre très bon exemple de la façon dont les Romains comprenaient l'architecture. Il est également situé à Rome et a été initialement construit pour faire office de temple. La construction elle-même a été faite de mortiers de différentes épaisseurs et possède également une forme intéressante. À l'époque, les Romains croyaient que la terre était un disque qui était couverte par un ciel en forme de voûte. Donc, ils ont modélé le Panthéon en suivant cette idée. La lumière entrait dans le temple au travers d'un trou dans le dôme, se reflétant sur le sol et les murs, et montrant la course du soleil. C'est également l'un des monuments romains antiques les mieux conservés. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux autres bâtiments aient été conçus pour lui ressembler. Rien qu'aux États-Unis, le Capitole, le Jefferson Memorial et la National Gallery de Washington sont tous censés avoir été inspirés par cette construction antique. Nous sommes en 1923. 2 adolescents se faufilent hors de chez eux au milieu de la nuit à Florida City. Selon la rumeur, un homme construisait tout seul un château de pierre. Mais chaque fois que quelqu'un essayait de voir ce que l'homme faisait, il s'arrêtait de travailler. Les adolescents, curieux, ont réussi à pénétrer dans le jardin d'Ed et ont vu quelque chose qu'ils ont plus tard décrit comme véritablement magique. Ils ont vu des pierres flotter comme des ballons à l'hélium. L'homme était capable de déplacer jusqu'à 30 tonnes sans l'aide de personne pour bâtir son château.
Nul n'était autorisé à le voir travailler, mais il parlait fièrement de son projet dans toute la ville. Et quand les gens lui demandaient comment il faisait pour construire un château de pierre de ses propres mains, il répondait simplement « J'ai percé le secret des pyramides ». Cette histoire commence en Lettonie, le pays d'origine d'Edward Lidskalnin. Edward est né dans un petit village le 12 janvier 1887. Il a grandi dans une famille de maçons, ce qui explique sans doute sa connaissance des techniques de construction anciennes. Cependant, c'était un enfant maladif et il était incapable de porter de lourdes charges ou de pratiquer une activité physique intense. Un revers de fortune a décidé du destin d'Edward lorsqu'il avait 26 ans. L'amour de sa vie a rompu leurs fiançailles et Ed, le cœur brisé, a décidé de déménager aux États-Unis. Il a vécu dans divers États américains avant de finalement s'installer en Floride où son aventure a commencé. Ed a passé des années à chercher une terre où construire la maison de ses rêves. Les bonnes terres agricoles ne l'intéressaient pas. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi, il ne répondait que par un sourire. Finalement, il s'est décidé pour un terrain et l'a acheté contre les recommandations de ses plus proches amis. Le sol était rocheux et par conséquent incultivable. Mais il était parfait pour ce qu'il cherchait à faire. Les amis d'Ed le décrivaient souvent comme quelqu'un d'excentrique. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il voulait construire une maison, il se contentait de répondre « C'est pour l'amour de mes 16 ans. Un jour, elle reviendra. » Puis il changeait de sujet de conversation. Il a fallu environ 30 ans à Ed pour terminer le château de corail et il a tout fait tout seul. Il ne travaillait que la nuit et ne laissait jamais personne voir ce qu'il faisait. Le château de corail est un ouvrage rempli de mystères. Si tu voulais visiter le site à l'époque, tu devais passer par une porte tournante de 9 tonnes et de 2 mètres de haut que même un enfant pouvait pousser avec qu'un seul doigt. Ed était si fier de sa porte qu'il a initialement nommé son site le parc à la porte de pierre. Il n'a été rebaptisé château de corail que bien plus tard, après le décès d'Edward. Une fois à l'intérieur, les visiteurs peuvent admirer les incroyables merveilles de construction d'Edward Lidskalnin. Des tours, des symboles mystiques, des meubles et des balançoires, tout entièrement fait de blocs de pierre monolithiques. Les pierres sont posées les unes sur les autres et ne tiennent ensemble que par leur propre poids. Et crois-le ou non, le parc compte environ 1100 tonnes de pierre. Aujourd'hui, si tu visites la maison d'Ed, tu pourras même voir les instruments élémentaires qu'il utilisait pour travailler. Burin, marteau, cordes et poulies. Mais ces réalisations semblent difficilement imaginables avec des équipements modernes. Sans eux, elles semblent impossibles. L'énigme du château de corail réside dans sa construction même et les techniques utilisées. Sur la seule photo d'Ed Lidskalnin au travail, nous voyons une structure à levier simple composée d'un palan à chaîne attaché à un trépied de bois. Le trépied était fait de vieux poteaux téléphoniques surmontés d'un caisson en bois. Ce qu'il y avait dans le caisson demeure bien sûr un mystère. Malheureusement, il a emporté ses secrets avec lui, n'ayant jamais dévoilé la vérité de son travail à quiconque. Mais nous en saurons peut-être davantage un jour, car plusieurs personnes ont émis des théories et continuent encore aujourd'hui de spéculer sur les techniques employées. Selon l'une de ces théories, il existerait un réseau harmonique dans la couche superficielle de la Terre et donc des zones d'antigravité en certains points du globe. On pense que le château de corail aurait été construit sur une de ces zones. Cela pourrait expliquer pourquoi Ed a mis si longtemps à trouver le terrain qui lui convenait. Peut-être cherchait-il un site qui lui permettrait d'exploiter ses forces antigravitationnelles. Mais chaque fois qu'Ed parlait de son travail, il disait simplement qu'il avait tout compris des lois relatives au poids et aux effets de levier et qu'il avait percé le secret des pyramides. Mais de quel secret s'agissait-il, te demandes-tu peut-être ? D'après Ed lui-même, tout reposait dans le magnétisme. Il a même publié un texte intitulé « Le courant magnétique ». Il y explique que toute chose contient des particules magnétiques, il ne reste qu'à découvrir où elles se trouvent exactement à l'intérieur de tel ou tel objet. Et ainsi, les objets peuvent être soulevés et déplacés sans presque aucun effort. Un peu comme on déplace quelque chose de lourd sous l'eau. Les scientifiques disent que si nous supposons qu'Ed Lidskalnin et les bâtisseurs de pyramides ont utilisé la même technique, il n'aurait fallu qu'environ 4700 ouvriers pour construire la grande pyramide de Gizeh, au lieu des 20 à 100 000 estimés habituellement. Mais cette histoire recèle encore de nombreux mystères.
À la fin des années 1920, Ed terminait la construction de son château de corail à Florida City. Des rumeurs sur son travail s'étaient répandues dans toute la ville. Les gens disaient qu'Ed cachait de l'argent quelque part dans sa maison. Une nuit, un groupe d'hommes a attendu qu'Ed se trouve seul pour s'introduire dans le château et le cambrioler. Ils n'ont pas trouvé d'argent et n'ont heureusement pas fait de mal à Ed. Mais les jours suivants, celui-ci a décidé qu'il valait mieux qu'il quitte ces terres. Bien sûr, il n'a pas emporté que sa brosse à dents avec lui. Il a décidé de déplacer l'ensemble du château de corail sur un autre site, à 10 km de l'endroit où il avait bâti son parc. La légende raconte qu'Ed aurait engagé un chauffeur de camion en exigeant qu'il garde le secret sur ce qu'il avait l'intention de faire. Il lui a demandé de regarder ailleurs pendant qu'il chargeait le camion tout seul, déplaçant toutes les pierres sans aucune aide. Une fois le camion rempli, Ed est allé installer son château à Homestead, en Floride, où le parc se trouve encore aujourd'hui. En 1986, on a envoyé une équipe d'ingénieurs de l'Université de Floride pour tenter de réparer la porte d'entrée du parc, ce portail tournant de 9 tonnes dont Ed était si fier. Ils s'y sont rendus munis des équipements les plus modernes, parmi lesquels une grue de 20 tonnes. Lorsque les ingénieurs ont démonté la porte, ils ont remarqué qu'Ed avait placé une étrange pierre circulaire au-dessous. Les ingénieurs ne comprenaient pas comment cette pierre de la taille d'un frisbee pouvait soutenir un poids de 9 tonnes sans être immédiatement réduite en miettes. Ils ont envoyé la pierre au département de géologie de l'Université de Floride, mais les géologues l'ont simplement renvoyée en affirmant qu'ils ne savaient pas d'où elle pouvait provenir. Rien dans leur base de données ne pouvait les renseigner sur son origine. Les ingénieurs ont remis la porte de 9 tonnes en place en essayant d'utiliser d'autres techniques. Au début, cela ne fonctionnait pas sans la base qu'Ed avait utilisée. Ils ont donc dû couper directement dans la pierre pour que la porte puisse à nouveau tourner, prouvant du même coup qu'aucune technologie moderne ne pouvait reproduire ce qu'Ed avait fait tout seul. Avance rapide jusqu'en 2011. Un homme a prétendu avoir percé le mystère des bâtisseurs de pyramides et d'Ed Litzkalnin lui-même. Wally Wallington, un ouvrier du bâtiment à la retraite du comté de Lapeer dans le Michigan, a réussi à construire quelque chose en utilisant des techniques similaires à celles utilisées par Ed. Wallington est célèbre pour avoir bâti son propre Stonehenge dans le Michigan. On dit qu'il a utilisé des machines simples, des leviers et des contrepoids pour déplacer des blocs de béton de plusieurs milliers de kilos. Contrairement à Ed, Wallington a partagé ses techniques avec le public. De multiples vidéos présentent les techniques d'ingénierie qu'il a mises au point en n'employant que des matériaux très simples. C'est vraiment impressionnant. Il a déplacé sa grange entière sur un autre site en n'utilisant que des outils élémentaires. Cependant, il n'y a aucun moyen de savoir si ce sont les mêmes techniques que celles utilisées pour la construction du château de corail. À ce jour, les secrets du célèbre château n'ont toujours pas été élucidés. Mais qui sait, Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes.
Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'ils se levaient et se couchaient, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Voici une nouvelle. La plus ancienne pyramide du monde a été construite pendant la dernière période glaciaire. Et elle ne se trouve pas en Égypte. Il semblerait que nos ancêtres aient érigé une pyramide vieille de 27 000 ans à Java Ouest. Gunung Padang n'a pas l'air d'une vraie pyramide au premier abord, c'est plutôt une colline avec d'énormes pierres éparpillées partout. Mais les gens du coin semblent vénérer le site, et ce depuis des siècles. Ce n'est que récemment que les autorités indonésiennes ont décidé de creuser un peu plus profondément pour en savoir plus. Ils ont fini par trouver les vestiges d'une société humaine. C'était plutôt inattendu, car la butte est assez haute. La seule certitude qu'on a tirée de ces fouilles est qu'il y avait des humains dans la région en 45 avant Jésus-Christ, ce qui semble raisonnable. Il revenait à un géologue indonésien nommé Danny Hillman de prouver que Gunung Padang fut la première pyramide du monde. Il a utilisé toutes sortes de nouvelles technologies pour essayer de le démontrer. Notre ami a utilisé la datation au carbone, creusant profondément sur le site pour extraire de gros morceaux de matière à analyser. Et il a découvert d'innombrables strates de pierre façonnées. Comme si en creusant sous Rome, on découvrait des tonnes de bâtiments enfouis. D'après ses recherches, il y avait des cavernes, et dans ces cavernes, des salles. Ce qui prouvait selon lui que des hommes étaient passés par là. En ce qui concerne les roches situées en haut du monticule, elles furent probablement placées là stratégiquement par ceux qui vivaient sur le site. Ils avaient besoin d'un endroit pour méditer, ils ont donc arrangé les choses de manière harmonieuse. Leur surface lisse ne serait pas le résultat d'une érosion séculaire, mais du travail de grands sculpteurs, les Michel-Ange de leur époque. Si tout cela est vrai, alors les civilisations humaines ont commencé bien plus tôt que nous le pensions. Nos ancêtres, les humains du Paléolithique, n'avaient pas ce qu'il fallait pour être considérés comme civilisés. Ils n'avaient ni les outils ni les connaissances pour construire des pyramides. Ils auraient eu besoin de certaines compétences en maçonnerie, et c'est peu dire qu'on en manquait sérieusement à cette époque. Nombreux sont ceux qui doutèrent de Hillman. Sa théorie était séduisante, mais il n'avait pas de preuves, ni charbon de bois, ni fragments d'os. Il n'avait rien. Flint Dibble, un autre archéologue, a déclaré que sans preuve concrète d'activité humaine, on ne peut pas parler de véritable pyramide. Toutes ces données prouvent seulement que le sol du monticule remonte à 27 000 ans. Il pense que les roches situées au sommet ont simplement glissé au bas de la colline, comme le font normalement les roches. Seule une société très avancée aurait réussi à construire une telle pyramide à degrés. Et selon Bill Farley, un archéologue américain, il n'y a tout simplement aucune raison de croire qu'il y avait des sociétés humaines en Indonésie lors de la dernière période glaciaire. Pour info, la plus ancienne société connue possédant ce type de connaissances remonte probablement à 11 000 ans. Elle occupait la région de l'actuelle Turquie. Regardez ça, voici le Göbekli Tepe. Ce n'est pas non plus une pyramide, mais c'est la plus ancienne construction monolithique réalisée par des humains. Retour à la période néolithique. Pas mal de gens s'étaient installés dans le coin. Nous avons des preuves de cela. Par exemple,
Les murs y sont couverts de dessins représentant des vêtements et des animaux sauvages. Jusqu'à récemment, c'est la pyramide de Djesser en Égypte, une construction à 3 côtés, qui détenait le titre de la plus ancienne pyramide du monde. Djesser est située à quelques kilomètres au sud du complexe de Gizeh, dans une ville appelée Saqqara. Elle a fait plusieurs apparitions dans la culture populaire. Au XVIIIe siècle, on la trouvait couramment dans les peintures européennes. Les jeunes hommes de l'élite culturelle faisaient un grand tour du monde et Saqqara était souvent en tête de liste. On la trouve également dans le jeu vidéo Assassin's Creed. Et sa représentation numérique y est bien plus précise que dans de nombreux dessins historiques. Construire des pyramides était une grosse affaire en Égypte ancienne. Les rois devaient y passer leur après-vie. Et si vous pensiez que la pyramide de Khéops était la plus ancienne au monde, eh bien Djeser a en réalité 70 ans de plus qu'elle. Le développement de nouvelles technologies a permis aux archéologues de faire des découvertes révolutionnaires. Et une nouvelle, ou plutôt ancienne, pyramide en Amérique du Sud pourrait remporter le titre tant disputé. Les pyramides étaient également très à la mode dans l'Amérique de l'ancien temps. Parmi elles se trouvent les emblématiques pyramides du complexe de temples de Tikal au Guatemala. Ce sont celles que l'on peut voir dans Star Wars numéro 4. Mais pour trouver la plus ancienne pyramide des Amériques, il faut voyager au Pérou. Au plus profond du désert péruvien, des archéologues sont tombés sur une vaste métropole ancienne connue sous le nom de Caral. Au début, ils ont pensé que le site était assez récent, car sa complexité aurait demandé un développement technologique que les anciens ne possédaient pas. Comme nous l'avons dit, Caral est situé dans le désert, comme Las Vegas, mais sans tout le bling-bling. L'accès à l'eau y est donc difficile. Et pour que des villes comme celle-ci prospèrent, il faut un système d'irrigation considérable, d'où la nécessité de technologies complexes. Les Péruviens nous ont vraiment surpris avec cette découverte. Leur site était immense, avec un amphithéâtre, des maisons et des bâtiments religieux. L'ensemble s'étendait probablement sur 150 hectares. Et lorsque les scientifiques ont testé leur hypothèse initiale en utilisant la datation au radiocarbone, ils ont découvert que la ville avait probablement vu le jour vers 2027 avant notre ère. Sur le site, les archéologues ont trouvé 6 pyramides qui pourraient éventuellement être antérieures à celle de Saqqara. D'après ce qu'on sait, 2 civilisations coexistaient à cette époque, dans des parties opposées du monde. Mais comme les chercheurs ne peuvent pas préciser l'âge exact des pyramides de Caral, il est assez difficile de savoir quelle civilisation a terminé sa pyramide en premier. Si seulement nous avions une boule de cristal. Il se trouve que la forme d'une pyramide est quelque chose que la nature peut produire toute seule. Ce qui a de quoi pas mal déconcerter les humains modernes. Un exemple classique est le site japonais de Yonaguni, également connu sous le nom de l'Atlantide du Japon. Le monument dans son ensemble fait environ la taille de 5 terrains de football et s'élève aussi haut qu'un bâtiment de 5 étages. Les explorateurs et les scientifiques pensent que Yonaguni remonte à 10 000 ans. Pour le plus grand géologue marin du Japon, le professeur Masaki Kimura, Yonaguni est le patrimoine d'une civilisation perdue. Kimura a plongé plus d'une centaine de fois au cours des 10 dernières années pour explorer ces ruines. Selon lui, on y trouve des signes clairs d'activité humaine. Regardez cette piscine en forme de triangle sur la surface du monument. Kimura pense que c'est une preuve réelle de la présence humaine, car cette concavité triangulaire est un symbole historique des fontaines d'eau de la région. Comme c'est souvent le cas, tous les scientifiques ne sont pas du même avis. Pour beaucoup, Yonaguni est probablement le résultat de milliers d'années d'érosion. Et le fait que le monument soit constitué d'un énorme rocher les conduit à croire qu'il n'est pas d'origine humaine. Certes, ces énormes colonnes de basalte nous font penser aux ruines d'un palais, mais elles sont très probablement le résultat de l'intense activité volcanique de la région. Et au sujet de formations naturelles qui ressemblent à des créations humaines, on a beaucoup parlé d'une certaine pyramide martienne récemment. Cela fait un moment que nous essayons de prouver qu'il y a de la vie sur la planète rouge. Mais certains vont vraiment trop loin. Ils disent que de petits êtres verts ou gris ont construit une pyramide sur Mars et que ce serait la preuve qu'une civilisation existe. Cette photo a été prise il y a plus d'une décennie par le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO. Mais elle a commencé à refaire surface récemment. On y voit ce qui ressemble à une pyramide à 3 côtés. Certains prétendent que les surfaces lisses de la pyramide ne peuvent y résulter que d'un travail extraterrestre. Mais ensuite la science intervient,
et nous explique que Mars abrite l'un des systèmes de canyons les plus profonds de tout le système solaire. La soi-disant pyramide est située dans ce que l'on appelle le secteur de Kandor-Chasma. Cette région martienne compte tout un tas de formations similaires qui ne sont rien de plus que le résultat de l'érosion. Il n'y a apparemment rien de surnaturel là-dedans. Si vous tombez sur un certain puits au Portugal, résistez à la tentation de plonger votre regard dans ces profondeurs insondables. Cette tour inversée, proche de l'énigmatique palais de la Regaleira à Sintra, donne la chair de poule à quiconque ose s'y aventurer, tandis qu'elle s'enfonce en spirale jusqu'à 27 mètres sous terre. Ce puits n'a probablement pas été conçu pour recueillir de l'eau. Pourtant, son but véritable demeure un secret bien gardé. Datant d'environ 1904, il s'inspire vraisemblablement du mystérieux rite d'initiation des Templiers. L'ordre de Temple avait été dissous près de 6 siècles avant la construction de ce puits. Mais leurs étranges pratiques ont été ravivées par des sociétés mystiques ultérieures. Ainsi, une théorie avance que les candidats cherchant à être intronisés à l'époque devaient affronter leurs peurs les plus secrètes, en faisant face à ce puits et en dévalant ses marches en spirale les yeux bandés. Lorsqu'ils atteignaient le fond de la tour inversée, ils retiraient leurs bandeaux et se trouvaient confrontés à cette vue effrayante. La seule façon de sortir de ce labyrinthe obscur était de continuer à regarder en l'air et de suivre la lumière. Imaginez-vous parcourir les rayons d'un bouquiniste jusqu'à tomber sur un livre écrit dans un alphabet que vous n'avez jamais vu auparavant. Vous décidez d'utiliser une application de traduction, mais vous n'obtenez aucune correspondance. Intrigué, vous décidez d'acheter le livre. Puis vous le montrez à vos amis et à vos proches, mais personne ne reconnaît cette écriture. Le marchand de livres rares, Wilfried Voynich, a probablement éprouvé la même frustration en 1912 lorsqu'il a acquis ce qui deviendrait plus tard le livre le plus énigmatique au monde. L'œuvre est aujourd'hui connue sous le nom de manuscrit de Voynich et elle est entièrement rédigée dans une langue inconnue que personne n'est encore parvenu à déchiffrer. Les pages de ce codex du XVe siècle sont remplies de croquis botaniques, mais ce ne sont pas des marguerites ou des roses lambda. À vrai dire, elles ne ressemblent à aucune espèce de plante connue. Ce qui rend les choses encore plus insolites, ce sont ces illustrations de constellations inconnues et de femmes nageant dans de l'eau verte. En nous enfonçant davantage dans le domaine des parchemins mystérieux, nous avons entrepris un voyage en Cisjordanie vers les grottes de Qumran, non loin de la mer Morte. En 1952, une équipe d'archéologues a découvert 2 rouleaux de cuivre fortement oxydés sur le site. Dérouler ces parchemins n'était pas une mince affaire. On a donc décidé de les découper en 23 parties pour les examiner. Imaginez la surprise des archéologues de voir apparaître des mots hébreux comme « or » et « argent ». Mais non, ce n'était pas une facture millénaire, mais plutôt une carte indiquant la cachette d'un trésor estimé à plus d'1 million de dollars. Hélas, ce trésor n'a jamais été retrouvé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé toutefois. Mais voyez-vous, l'entreprise n'est pas aussi aisée qu'il n'y paraît. Certains termes du rouleau de cuivre sont extrêmement techniques, et les emplacements géographiques mentionnés demeurent mystérieux. Il existe une dernière possibilité. Peut-être que tout cela n'est qu'une œuvre de fiction, comme une histoire de pirate de l'ancien temps. Les gens parlent souvent du regard presque obsédant de la Joconde, qui semble vous suivre où que vous alliez. Mais voici une petite question. A-t-elle seulement des sourcils? Vous avez bien vu si vous avez répondu non. Et cette absence totale de sourcils ne fait qu'ajouter au mystère de son regard. L'explication la plus courante est que les critères de beauté de l'époque étaient différents, et peut-être que l'épilation des poils au-dessus des yeux était une pratique courante au début du XVIe siècle. Mais si vous regardez d'autres peintures italiennes de cette période, comme la Schiavona ou le portrait d'une jeune inconnue, eh bien voilà, des sourcils. Ainsi, tout le monde n'était pas entièrement satisfait de cette théorie, comme l'ingénieur français Pascal Cotte. Il a passé 3000 heures à scanner la peinture pour voir à travers chacune des couches du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Il prétend que Mona Lisa avait autrefois des sourcils, mais qu'ils ont disparu au fil des nettoyages et des restaurations. Néanmoins, certains historiens remettent encore ces conclusions en question, ce qui signifie que le style de Mona Lisa demeure un mystère à ce jour. Vous décidez de vous rendre à Rio de Janeiro, et tout le monde vous dit à quel point le mont du pain de sucre est incontournable. Lorsque vous apercevez la montagne de loin, vous réalisez que la pierre présente une cavité. Mais vers midi, elle change d'aspect. L'ombre de la cavité prend alors la forme d'un oiseau.
celle d'un ibis pour être précis. Cette apparence n'est pas sans rappeler celle du dieu égyptien Thoth. Comme si les anciens pharaons avaient visité Rio à l'époque et s'étaient trouvés inspirés par ce phénomène naturel. Mais ne c'est probablement qu'une simple coïncidence parmi tant d'autres. Le véritable mystère, cependant, réside dans les eaux qui entourent le pain de sucre. Dans les années 80, l'archéologue Robert Marx a appris des Brésiliens l'existence d'un trésor caché dans la baie de Guanabara. Il a plongé et découvert un certain nombre d'amphores romaines. Vous savez, ces jarres anciennes qu'on trouve partout en Italie. Sa découverte pourrait potentiellement apporter la preuve d'un naufrage romain qui aurait atteint le Brésil près de 17 siècles avant que les Portugais n'y mettent les pieds. Il n'a toutefois pas pu poursuivre ses recherches, et à ce jour, l'idée d'une présence romaine sur la côte brésilienne demeure incertaine. Le véritable emplacement de la tombe de Cléopâtre n'est pas le seul mystère de l'Égypte ancienne. De nombreux secrets sont gravés dans les murs de ces anciennes structures, comme dans le temple funéraire de Séti Ier. Regardez attentivement ce hiéroglyphe et vous remarquerez qu'il ressemble à un hélicoptère moderne. Un coup d'œil à droite et vous verrez une gravure qui s'apparente à un sous-marin. Déroutant, n'est-ce pas? L'explication la plus plausible réside dans les marques successives laissées par les différents pharaons. Lorsqu'un nouveau monarque arrivait au pouvoir, il ajoutait ses propres hiéroglyphes par-dessus ceux d'origine. Mais c'est encore un sujet de débat, car certains égyptologues croient que ces hiéroglyphes mystérieux pourraient représenter une sorte de technologie antique. La même chose s'applique à l'ampoule de Dendera. Cette gravure découverte dans un passage souterrain du temple d'Hathor est sujette à controverse. Certains chercheurs suggèrent qu'elle représenterait simplement le soleil levant, tandis que d'autres l'interprètent comme la preuve de l'existence d'une sorte de système d'éclairage moderne. Et cela ressemble en effet à un tube de Crookes, l'une des premières expériences en matière de décharges électriques. Bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète que les anciens Égyptiens aient ou disposé d'électricité moderne, certains pensent que cette théorie pourrait aider à expliquer pourquoi de nombreuses tombes découvertes jusqu'alors ne présentaient aucun résidu dû à l'utilisation de lampes à huile ou de bougies. On a beaucoup parlé des mystérieuses pyramides d'Égypte, mais les gens ont tendance à oublier que d'autres structures énigmatiques existaient déjà bien avant elles. Notre prochain arrêt nous emmène en Turquie, le sommet d'une colline connue sous le nom de Göbekli Tepe, près de la ville d'Urfa, recèle un secret ancien. Il présente une vingtaine d'enceintes de pierres circulaires, vieilles de plus de 11 000 ans. Nombre de ces dernières sont adjointes de lourdes colonnes de pierre sculptées en forme de T et ornées d'étranges figures humaines aux mains jointes. La théorie la plus répandue est qu'il s'agirait du temple le plus ancien au monde, probablement utilisé pour des rituels ou des festivités. Mais son plus grand mystère réside dans la manière dont il a été construit. Car ce site existait avant la domestication des animaux ou l'invention d'outils en métal. Ainsi, sa construction a dû être particulièrement difficile et remet en question notre compréhension de l'histoire. J'espère que vous n'avez pas le vertige, car nous sommes sur le point de survoler les lignes de Nazca. Vous avez probablement déjà entendu parler de ces motifs immenses et mystérieux gravés dans une région aride du Pérou. Ils se déclinent en de nombreuses formes différentes, comme une araignée, un singe et même une sorte d'alien aux yeux globuleux, qui n'est probablement qu'un simple pêcheur. Quoi qu'il en soit, cette histoire a connu quelques rebondissements en 2022, lorsque pas moins de 168 nouveaux dessins ont été découverts. Les premiers ne pouvaient être vus que depuis les airs, mais ces nouveaux motifs sont beaucoup plus petits et peuvent être observés au sol. Cependant, une chose qu'ils ont en commun est que leur fonction demeure totalement obscure. Certains les considèrent comme le calendrier le plus grand du monde. D'autres suggèrent qu'ils aient pu servir d'outils à des fins agricoles. Bien sûr, de nombreuses autres théories ont émergé dans le but de donner du sens aux lignes de Nazca. Mais la vérité est qu'elles restent l'un des plus grands mystères irrésolus de l'histoire. Plongeons dans l'univers fascinant du tamoul, une langue unique en son genre. De son histoire passionnante à sa remarquable accessibilité, en passant par sa large diffusion, le tamoul est un joyau linguistique qui ne manquera pas de t'émerveiller. Pour commencer, le tamoul est la plus ancienne langue vivante de la planète. En effet, elle existe depuis plus de 5000 ans.
Il est difficile de savoir s'il s'agit vraiment de la langue la plus ancienne de tous les temps, mais il est certain qu'elle est la plus ancienne langue encore pratiquée aujourd'hui. Le mot tamoul n'est pas à sens unique, et il possède de multiples significations. Il désigne, bien entendu, la langue elle-même, mais se réfère aussi à la beauté, à la douceur et au concept même de nature. C'est un mot polyvalent. On peut se demander combien de personnes conversent encore dans cette langue aujourd'hui. Il se trouve que le tamoul figure au podium des dialectes les plus répandus en Inde, avec plus de 84 millions de locuteurs natifs. Dans le monde, près de 90 millions d'individus sont fiers d'avoir le tamoul pour langue maternelle. Et maintenant tiens-toi bien, car les choses sont sur le point de prendre un tournant mythologique. En Inde, tu trouveras un temple dédié à nul autre que Tamil Tai. Tai signifie « mère », et cette divinité est considérée comme la personnification de la langue tamoule en tant que parent aimant et nourricier. Cette langue ne se limite pas à son pays d'origine, elle s'est également étendue aux régions voisines. Ainsi, c'est aussi l'une des langues officielles de Singapour et du Sri Lanka. Elle est également reconnue comme langue minoritaire en Afrique du Sud, en Malaisie et sur l'île Maurice. T'es-tu déjà demandé comment tout cela avait commencé? Tu sais, toute cette histoire sur le pourquoi du comment nous parlons, et où ce n'est pas comme si les mots étaient sortis de nulle part, n'est-ce pas? Il a bien fallu un certain temps pour qu'ils se développent. Les linguistes n'ont pas de date précise, pas plus que d'indices sur la sonorité de ces langues anciennes, mais ils estiment que la première langue parlée serait apparue il y a environ 100 000 ans. Malheureusement, comme le langage écrit n'est apparu qu'il y a environ 5000 ans pour sa part, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur les sons de ces langues anciennes. Tout ce que nous savons, c'est qu'elles sont liées d'une manière ou d'une autre aux langues que nous parlons aujourd'hui. La Terre est un gigantesque village. On parle là de plus de 7000 langues et dialectes pour une population de plus de 8 milliards d'habitants. Cela semble beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, d'un point de vue historique, ça n'est vraiment pas tant. À vrai dire, de nombreuses langues disparaissent peu à peu, remplacées par les langues officielles de leurs pays respectifs. Les gens s'empressent d'apprendre la langue dominante afin de bénéficier de meilleures opportunités en termes d'éducation et d'évolution sociale. À terme, nous pourrions nous retrouver avec une langue mondiale qui les dominerait toutes. À l'heure actuelle, la langue la plus employée dans le monde est l'anglais. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, avant que le monde ne devienne un immense réseau interconnecté, il existait une multitude de petites nations et de communautés disséminées à travers toute la planète. Cela signifie qu'il y avait probablement des centaines de milliers de langues qui évoluaient comme des organismes vivants. Mais remontons un peu dans le temps, si tu le veux bien. Imagine quelques-uns des premiers hommes à avoir parcouru la Terre, avec leurs petites tribus et leurs communautés soudées. Au sein de ces groupes, le langage oral est devenu le nerf de la guerre, le moyen de communication privilégié. Il était essentiel à leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs. Ce langage leur a permis de chasser à l'unisson, d'accroître leur population, de construire des outils innovants et de survivre à toutes sortes de conditions difficiles, même en haute altitude. En outre, il leur a donné une longueur d'avance sur leurs rivaux, comme les Néandertaliens. Certes, ces derniers étaient peut-être plus habiles, mais on pense généralement qu'ils ne se rassembleront pas comme les Homo sapiens. C'est ainsi qu'il y a environ 4000 ans, pouf, on a dit adieu à l'homme de Néandertal. Cela tend à prouver que le langage est un outil fort pratique. C'est tout du moins l'une des théories. Un peu plus tard, l'homme a conquis tous les grands territoires terrestres. La Mésopotamie, pour ne mentionner qu'elle, a été le centre névralgique de cette révolution linguistique et, vers 3200 avant notre ère, le sumérien, une langue tout à fait formidable, a fait son entrée. À ce jour, c'est l'une des plus anciennes que nous connaissions, si ce n'est la plus ancienne. Ce qui est intéressant, c'est que le sumérien ne semble pas avoir de proches parents linguistiques. Intéressons-nous également à l'écriture du sumérien. Elle n'a rien à voir avec celle à laquelle nous sommes habitués aujourd'hui. Les chercheurs l'ont baptisée écriture cunéiforme, et elle est d'abord apparue comme un moyen de consigner les décrets, les archives et la comptabilité. En fait, le premier nom entré dans l'histoire n'a pas été celui d'un roi ou d'un personnage puissant, mais vraisemblablement celui d'un comptable, quoiqu'il soit difficile d'en être certain. Le cunéiforme consistait en une collection de pictogrammes représentant des objets ou des personnes, à l'instar des hiéroglyphes de l'Égypte ancienne. La culture sumérienne s'est épanouie dans plusieurs cités-États, situées dans la région méridionale de la Mésopotamie. Uruk, connue comme la première véritable cité, figurait au rang de celle-ci. Cependant, ces villes ont fini par être confrontées à des voisins envahissants. En conséquence de quoi,
vers 2000 ans avant notre ère, le sumérien est passé au second plan, devenant une langue classique au même titre que le latin plus tard. Voici un petit rebondissement dans l'histoire. Le sumérien n'est peut-être pas la plus ancienne langue connue. L'égyptien, par exemple, est apparu à peu près à la même époque que le sumérien, mais sur les rives du Nil. Cette langue ancienne utilisait également des pictogrammes dans son système d'écriture. Mais elle a subi de sérieuses transformations, en raison de ses interactions constantes avec les langues voisines, comme le grec ancien, le persan et le latin. Arrivée l'époque de l'occupation romaine, l'égyptien était devenu une langue morte, progressivement remplacée par le grec. Rendons maintenant hommage à une autre de ces langues anciennes qui sont encore parlées aujourd'hui, à savoir l'hébreu. Cette langue remarquable existe depuis plus de 3000 ans et est restée relativement inchangée tout au long de sa longue histoire. L'hébreu est l'une des langues officielles de l'État d'Israël et environ 63% de sa population la parle. En outre, près de 6,5 millions de personnes à travers le monde revendiquent l'hébreu comme étant leur première langue. Nous ne pouvons pas terminer cette liste sans mentionner l'étonnante langue latine. Tout a commencé dans une région du nom de Latium, au sein de la Rome antique, et c'est d'ici qu'elle tient son nom. À l'époque, le latin était la langue de prédilection de tous les gens instruits. Mais voici un détail amusant. Le latin archaïque était un peu différent de celui que l'on trouve aujourd'hui dans les livres anciens. L'alphabet qu'ils utilisaient était totalement chaotique, et ils allèrent même jusqu'à écrire de droite à gauche. De quoi renverser tous les codes littéraires. Mais avec le temps, la tendance s'est inversée et ils se sont mis à écrire de gauche à droite. Quitte de la littérature latine, elle est considérée comme la crème de la crème des écrits anciens. Tu sais, celle dont raffolent les érudits et les rats de bibliothèque. Si l'on organisait des Oscars pour la littérature classique, c'est le latin qui raflerait tous les prix. Il est aussi, d'une certaine façon, notre grand influenceur venu de l'Antiquité. Cette langue existe depuis si longtemps qu'elle a donné naissance à un grand nombre de langues modernes. De nombreux mots sont directement tirés du latin ou ont été fortement influencés par lui. Le latin a même donné naissance à une famille de langues appelée langue romane. Celles-ci sont issues du latin, grâce au coup de pouce, pas toujours si doux, de l'Empire romain. Ces langues comptent aujourd'hui le français, l'espagnol, le roumain, le portugais et, bien sûr, l'italien. Mais il y a un problème. Le latin est considéré comme une langue morte. Il est figé dans le temps, comme une capsule temporelle linguistique. Alors que les langues vivantes, comme l'anglais, ne cessent d'évoluer et de se développer, le latin est un vestige du passé. Il a déjà connu sa phase d'altération et de transformation lorsqu'il était encore parlé. Mais à présent, il ne profite plus